leur présence sur le territoire comme ce le serait pour une résidence principale. Et donc, cette taxe vise aussi à encourager ceux qui le peuvent à s'installer un maximum sur la commune, parce que le but, et comme c'est le cas d'ailleurs aussi pour les logements touristiques et pour la politique que nous avons à ce sujet, est évidemment d'avoir des villages le plus remplis possible et durant toute l'année, pendant 365 jours. C'est évidemment très important pour notre vie villageoise. Alors, ces taxes sont arrêtées pour les exercices à venir à 750 € pour ce qui est des taxes en habitation et 250 pour celles qui sont en résidence secondaire, mais dans un camping. Voilà, avez-vous des questions? On peut alors passer au vote. Oui. 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 Et oui, merci. Alors ensuite, le point 8, nous avons le règlement de taxe communale sur les nuitées. Alors là, j'aurais quelques petites précisions complémentaires à vous donner par rapport à cette taxe. Donc ces dernières années et avant que la création d'un logement touristique ne soit soumise à un terme d'urbanisme, la commune avait instauré une taxe sur les loués meublés, qui était une taxe identique pour tous les logements, peu importe le nombre de lits, et elle avait pour but de freiner la multiplication des logements touristiques. Et donc chaque propriétaire devait s'acquitter de celle-ci, peu importe le nombre de lits ou la capacité d'accueil, et elle reposait donc sur le propriétaire. Parallèlement à ça, nous avons également maintenu la taxe de séjour qui, elle, de taxe unité, qui, elle, se repose sur le touriste en lui-même. Entre-temps, le contexte a changé, donc maintenant nous avons la possibilité au niveau des communes de pouvoir refuser les demandes de permis pour certains logements touristiques et pour ainsi éviter le nombre de logements touristiques trop important pour favoriser, donc, comme je viens de le dire dans le rapport précédent, pour favoriser la vie dans les villages et favoriser le logement classique au sein de l'habitat. Et donc, suite à ce contexte qui a évolué, eh bien, la taxe sur les loués meublés a donc, plus raison d'être, supprimée pour les prochains exercices. Et donc, c'est pourquoi on vous propose aujourd'hui d'adopter uniquement cette taxe communale sur les nuitées, parce que c'était important de donner le contexte. Alors, celle-ci s'élèverait à 1,50 € par personne par nuit pour les logements touristiques et les logements classiques, et à 50 cents pour les personnes type camp scout ou autre camp, mais où il n'y a pas la fourniture d'un lit. Et donc, cette nouvelle formule est plus équitable parce qu'elle prend en compte évidemment le nombre de lits, mais également l'occupation, on se base sur le nombre de nuitées qui a été effectivement compté durant l'année. Donc, elle tient compte de la capacité réelle de l'accueil et ne défavorise pas les petits accueillants touristiques qui sont déjà présents sur le territoire. Donc, le but était d'assurer une meilleure justice fiscale en repassant sur ce modèle unique de la taxe unité, tout en maintenant évidemment un cadre équilibré pour le développement du tourisme local. Avez-vous des questions? Oui. Concernant l'application du règlement, en fait, une question pratique. Comment scout qui occupe une auberge de jeunesse, est-ce que la taxe s'applique ou pas? Si le camp est reconnu comme camp d'accueil, il y a une agrégation des communes au niveau de la commune pour l'accueil des scouts, elle est reprise pour les scouts. Et donc, c'est Madame Camp, enfin Monsieur Camp, mais qui va donner et récupérer cette feuille en fonction du nombre de unités qui sont passées par les scouts. Donc, tous les scouts sont soumis à ce même fonctionnement. On a une personne qui vient pour savoir combien de personnes, d'animés et d'animateurs sont restés pendant autant de nuitées. D'accord. Parce que, ok, donc là, ça correspond à l'article 2, donc il y a des camps scouts et jeunesse dans le cadre de l'article 22. Mais je prends l'article 4, la taxe n'est pas due par les auberges de jeunesse et autres établissements similaires. Elle est due pour les camps scouts dans une auberge. Pour les camps scouts. Si c'est un camp scout, on va payer la taxe à l'unité, mais si c'est une auberge de jeunesse qui accueille
une personne. Alors, Mais si c'est un camp scout dans une auberge, le camp scout doit payer la taxe. pas l'aubergiste. Pardon? On veut pas l'aubergiste. Ah, vous savez, d'accord. Si, si. C'est de toute façon. Oui. Parce que alors, ils sont repris comme un camp scout et ils payent la taxe d'utilisation sur le dossier. Je voudrais bien préciser un peu ça, parce que je sens que les questions vont poser. Non, parce que ce règlement a déjà circulé avant et il y a peu de cas qui se font justement d'association des deux situations. Parce que des personnes, c'est pas la première année qu'on en a fait en 2026. On le fait depuis des années et la confusion ne s'est jamais présentée. On peut qu'on va voter. Oui. Avez-vous d'autres questions à ce sujet? Comment est-ce que vous comptez vérifier les nombres de nuitées, les déclarations? Les déclarations sont envoyées par les personnes et on a de temps à autre une vérification qui se fait. D'ailleurs, c'est arrivé assez récemment lorsque des déclarations plus suspectes sont faites où il n'y a par exemple aucune nuitée qui est faite pendant une très longue période. Et donc, à partir de ce moment-là, une vérification se fait au niveau de l'administration. Mais c'est sur base de la bonne foi pour commencer. C'est difficile. Tout à fait, mais le but c'est on peut également évidemment partir sur une taxe au lit qui là prend en compte la capacité d'accueil, mais ne prend pas en compte le taux de remplissage. Donc ici, le but c'est d'être le plus juste possible et de pouvoir se poser vraiment sur le nombre d'unités exact. De taxer les gens qui viennent plutôt que ceux que les électeurs qui sont en plus de bâtiment qui ont pas dit ça, c'est beaucoup de présidents de tous. Encore une question. Vous avez parlé d'une taxe qui serait supprimée. Est-ce qu'il s'agit bien de la taxe de 220 € qui était imposée aux propriétaires de logements loués meublés? C'est ça, c'est ce qui est adopté de 2023 à 2025. Et c'est bien celle-là qui est supprimée. Tout à fait. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut alors passer au vote. Non. 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 Oui. 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 Ensuite, le point 9, il s'agit du règlement de taxe communale sur les terrains à parc résidentiel et installation de camping. Et donc là, il n'y a pas de modification. Pour un emplacement pour abri mobile, il s'agit d'une taxe qui s'élève à 60 €. Et pour un abri fixe, qui est mis par le propriétaire, il s'agit de 120 € par emplacement. Y a-t-il des questions à ce sujet? On va alors passer au vote. Oui. 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 Et oui, merci. Ensuite, le point 10, règlement de taxe communale sur les travaux de raccordement à l'égout. Donc là, elle est également inchangée, donc il s'agit de 1200 € par raccordement. Et la remarque du directeur financier concernant le moment où est prélevée la taxe a aussi été prise en considération pour votre information. Donc il s'agit du moment où se font les travaux le 1er juin. Voilà. Pour la petite précision, y a-t-il des questions? On va alors passer au vote. Oui. 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 Et oui, merci. Point 11 de l'ordre du jour, le règlement de taxe communale sur les revenus publicitaires fixes. Donc ici, elle reste également inchangée avec un taux qui est fixé à 60 cents par décimètre carré, sachant que la taxe n'est pas applicable sur une série de panneaux. Je vais vous en citer quelques-uns. Donc les panneaux dont la surface est inférieure à 1 mètre carré, les enseignes installées au siège de l'exploitation pour laquelle la publicité est faite, les panneaux installés dans l'enceinte des installations sportives également, les panneaux affectés exclusivement à une œuvre ou un organisme sans but lucratif,
les panneaux annonçant un événement ponctuel, sportif, culturel, historique, touristique ou autre, les panneaux exclusivement utilisés pour recevoir des actes d'expédition, copies ou extraits affichant l'exécution de la loi, les annonces de travaux, de chantier, voilà. Quelques panneaux qui ne sont pas concernés par ceci. Et donc, une texte qui reste inchangé. Avez-vous des questions? On peut alors passer au vote. Oui. 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 Et oui, merci. Ensuite, nous avons le règlement de taxe communale sur les inhumations, dispersion des cendres et mise en columbarium. Et là, la taxe est fixée à 300 € et reste inchangée, sachant qu'elle ne s'applique pas également à une série de personnes, donc, des personnes qui avec son corps à la science, des personnes décédées sur le territoire de la commune, des personnes non domiciliées sur le territoire, mais qui ont vécu pendant au moins 10 ans, etc. Vous avez pu également lire le reste des exonérations. Avez-vous des questions à ce sujet? On va passer au vote. Oui. 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 Et oui, merci. Ensuite, nous avons la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés. Donc, cette taxe a été arrêtée comme suit, et suivant les recommandations qui ont été faites par les impositions qui ont été faites par la région Wallonne au niveau des taux. Donc, lors de la première taxation, on se situe à 30,86 € par mètre courant de façade. Donc, de la deuxième taxation, 61,72 € par mètre courant. À partir de la troisième taxation, 246,86 € par mètre courant de façade. Lorsque l'immeuble est à rue, la mesure de la façade s'effectue sur la longueur de la façade principale, à savoir celle où se trouve la porte d'entrée principale. S'il possède plusieurs façades, alors c'est la mesure de celle la plus longue qui est prise en compte. Et le montant de la taxe est obtenu par notre taux de base, multiplié par le résultat de l'addition du nombre de mètres carrés couvrant de façade d'immeuble, à chacun des niveaux inoccupés de l'immeuble. Et nous avons enlevé de ça les câbles, les sous-sols et les combles non aménagés. Et sont également exonérés de la taxe pour une durée maximale de 5 ans, mais un immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours qui ne nécessitent pas de permis, ou par exemple un immeuble bâti qui fait l'objet de travaux plus importants, d'achèvement, de rénovation ou de démolition, mais qui eux ont été soumis à permis et l'ont reçu. Rien de changer pour ceci. Avez-vous des questions? Une petite question. Est-ce que vous avez des chiffres quant au nombre d'immeubles bâtis inoccupés ou délabrés sur le territoire de la commune? Et comment pouvez-vous vérifier cela? Oui, donc pour le nombre de convertis, On avait parlé lors de la présentation du SDC, on était jusqu'à 23 à une soixantaine, j'espère aussi qu'il va être réactualisé. Et donc, c'est le chiffre, je pourrais vous le trouver. Mais de toute manière, par rapport à la personne aussi qui se rend sur place, il y a d'une part le service urbanisme qui peut être mis à contribution pour cela, mais également l'agent constatateur. Et on a d'ailleurs eu le cas récemment où des courriers ont été envoyés par rapport à des immeubles qui étaient inoccupés pour la sécurisation du bien dans un premier lieu, parce que ça peut également être l'objet d'occupation de personnes, que ce soit d'ailleurs pendant la journée ou pendant la nuit, donc l'objet de la sécurisation, mais également pour prévenir que cette taxe allait être appliquée et pour inciter donc à la rénovation et évidemment qu'elle puisse accueillir de nouveaux habitants. Donc il y avait un suivi qui est fait. Okay. Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut alors passer au vote. Oui. 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 Et oui, merci. Alors, le point 14, c'est le règlement de taxe communale sur les écrits publicitaires qui reste inchangé. Alors, vous avez pu voir les chiffres, mais donc il s'agit
de 0,0130 € par exemplaire distribué pour les écrits et les chansons publicitaires jusqu'à 10 grammes inclus, et ainsi de suite, avec des catégories de 10 à 40 grammes, de 40 à 225 grammes, et ensuite supérieur à 225 grammes. Et donc pas de changement pour ceci. Y a-t-il des questions? Pas de question. On peut alors passer au vote. Oui. 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 Oui, merci. Ensuite, le règlement de taxe communale sur l'entretien des égouts, donc qui reste inchangé avec un montant de 50 €, et on vous la propose également avec l'intégration de la remarque du directeur financier. Donc, non seulement là vraiment une formulation, mais sur l'occupant du bien pour amener plus de précision. Y a-t-il des questions à ce sujet? Non. On peut alors passer au vote. Oui. 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 Et oui, merci. Point 16 de l'ordre du jour, le règlement de taxe communale sur les documents administratifs. Je n'ai pas de commentaires particuliers à vous faire, donc vous avez l'ensemble des documents qui sont listés, les cartes d'identité, permis de conduire, etc. Sachant qu'il y a pas mal de documents qui restent gratuits également. Je pense notamment à la première carte d'identité, à la KISA-ID, au duplicata de la KISA-ID, mais également au permis provisoire, au duplicata de ce même permis. Voilà ce que j'avais à vous dire à ce sujet. Il n'y a pas de questions. On peut alors passer au vote. Oui. 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 Et oui, merci. Alors, point 17, nous passons maintenant au taux de couverture des coûts en matière de déchets ménagers pour l'exercice 2026. Donc, ceci concerne l'impact des déchets qui sera discuté juste après. Donc, pour rappel, il est imposé aux communes d'appliquer le coût-vérité. Donc, ça veut dire qu'en matière de déchets, ce qui nous est facturé par Intradel et ce que la commune dépend doit être compensé et doit se retrouver dans une certaine fourchette avec les recettes qui sont donc les taxes des citoyens à ce sujet. Et donc ici, la commune ne fait évidemment pas de bénéfice sur ceci, étant donné que ce que le citoyen paie est reversé à Intradel, et considérant ici que la somme des recettes prévisionnelles s'élève à 670 661 €, la somme des dépenses prévisionnelles s'élève à 634 428 €, et donc nous avons un taux de couverture de 106%. Merci. Y a-t-il des questions à ce sujet? Non. On va aller passer au vote. Oui. 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 Et oui, merci. Alors, le point 18, il concerne le règlement de taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et déchets assimilés. Alors, tout d'abord, une précision importante, c'est par rapport à l'augmentation des tarifs d'Intradel. Mais peut-être que Marc veut dire quelques mots à ce sujet en préambule. Il faut savoir que l'équilibre financier d'Intradel est compliqué. Lors de l'Assemblée générale avec notre conseil d'administration, le mois passé, ils ont présenté les chiffres qui étaient envisagés pour 2026. Les chiffres annoncés avec ici, 2 565 000 €. C'est quand même assez inquiétant qu'une intercommunale qui a un volume si important puisse afficher avec ici. Le conseil d'administration a refusé ces chiffres-là et a imposé une contribution plus importante des habitants en espérant revenir à l'équilibre en 2027. C'est ainsi que, le problème financier d'Intradel sont notamment liés à l'augmentation du coût, le salaire augmenté, les rentrées aussi ont diminué, notamment les rentrées liées à la vente d'électricité. Vous savez que Intradel produit l'énergie qu'elle revend. Il y a quelques années, les prix étaient exceptionnels à la vente, c'était très cher pour les habitants. Donc, c'est intéressant pour Intradel, pourquoi pour les habitants.
les prix vont chuter, ils vont chuter à l'avant aussi, que ça fait grand tout ce qui concerne le personnel, le crédit a augmenté. Il y a certains coûts, il y a les coûts rentrent partout et les personnes diminuent. Donc, il y a rien à faire, on va arriver à joindre les deux. Il n'y a pas de solution que d'augmenter ce que nous sommes. Voici. Donc une petite introduction qui paraît fort négative, mais je vous rassure que c'est là qu'est la surprise. Nous n'avons pas d'augmentation des taxes forfaitaires sur nos citoyens, mais donc je souhaitais que Marc puisse prendre la parole pour expliquer la situation plus globale dans laquelle on se trouve au niveau de la gestion des déchets. Et je pense que c'est important justement que tout le monde puisse être au courant de cela pour justement expliquer ici l'effort qui est fait et la démarche dans laquelle nous nous trouvons. Donc, comme je viens de le dire, le forfait reste identique sur la commune de Jalais, malgré cela. Donc, pour rappel, nous sommes à 80 € pour une personne isolée, 120 € pour un ménage de 2 personnes, 140 pour 3 personnes, 160 pour un ménage constitué de 4 personnes et plus, et 140 € pour les seconds résidents. Donc, nous avons une partie forfaitaire et une partie proportionnelle, comme c'était le cas avant. Alors, la partie forfaitaire comprend les services qui étaient ceux donnés déjà auparavant. Il y a une nouveauté, c'est la fourniture d'un badge qui donnera accès aux citoyens aux conteneurs collectifs enterrés, donc l'accès à ces mêmes conteneurs. Donc, je pense que nous en avions déjà discuté, mais ce sont des conteneurs qui sont donc prévus, et notamment suite au passage maintenant à toutes les 2 semaines, donc pour la collecte, donc pour que les personnes puissent, de façon volontaire, aller à ces conteneurs, notamment par exemple la veille d'un départ en vacances, pour ne pas conserver ces poubelles chez soi durant une période trop longue. Il y a une chose également qui est modifiée même dans ce pack forfaitaire, c'est les sacs de rouleaux PMC qui étaient fournis par un Tradel. Donc ça, un Tradel ne les fournira plus, donc les personnes devront se les procurer en grande surface. Et donc, voilà uniquement les 2 seules modifications pour le forfait. Ensuite, au niveau des levées, il y avait et il y a toujours 30 levées qui sont comprises dans le forfait. Donc, 30 levées, n'importe le conteneur qui est choisi pour celle-ci. Mais sachant que si 2 conteneurs sont mis à rue lors d'une même collecte, il s'agit de 2 levées. Pour ce qui concerne les kilos de déchets, et là, je vais un petit peu passer déjà sur la partie proportionnelle. Nous avons reçu de nombreux retours de la part des habitants et plusieurs d'entre eux nous ont expliqué que malgré un tri rigoureux, il arrivait à un certain moment de l'année, et donc pour la fin d'année évidemment, que ceux-ci doivent jeter leurs déchets organiques dans la poubelle résiduelle car ils n'avaient plus suffisamment de déchets organiques. Une remarque qui a été faite à de nombreuses reprises, et cela parce qu'évidemment le quota organique n'était pas suffisant, et donc les personnes se retrouvaient à jeter ça dans le résiduel. Donc évidemment la logique du tri n'était plus rencontrée, et cela allait à l'encontre de l'objectif recherché. C'est pourquoi nous avons ajusté les quotas. Donc nous avons ajouté 5 kg pour les déchets organiques. En parallèle, nous avons retiré 5 kg pour ce qui est des déchets résiduels. Donc l'idée, évidemment, c'est de valoriser davantage le tri et d'encourager le bon comportement jusqu'à la fin de l'année en rajoutant ces 5 kg d'organique. Par ailleurs, pour renforcer également le principe du pollueur-payeur, les kilos supplémentaires, donc ceux au-delà de la taxe forfaitaire, restent fixés à 60 cents par kilo pour les résiduels pour les 10 premiers kilos supplémentaires. Ensuite, il passe à 1 € par kilo à partir du 11e kilo supplémentaire. Donc ce nouveau système vise évidemment à récompenser ceux qui trient bien, tout en rendant la facturation plus juste et plus proportionnelle à la quantité qui est réellement produite par les habitants. Ensuite, le système reste identique pour ce qui est des assimilés. Les réductions précédentes également restent identiques pour ce qui est des accidents d'enfants, pour les personnes bénéficiaires du risque également. Pour les personnes qui souffrent d'incontinence chronique, évidemment, cela reste d'actualité. Et d'ailleurs, à ce sujet, a été rajoutée une spécificité pour les mineurs qui sont également touchés par une incontinence chronique, mais qui ne font pas partie de la famille car étant en garde alternée,
Et donc, pour les familles qui sont touchées par cette spécificité, il y a également un geste qui a été fait donc de 250 € par enfant pour une année. Ensuite, pour les ménages ayant un enfant de moins de 3 ans, et évidemment considérant le poids des langues, nous exonérions auparavant de 30 € par ménage par enfant de moins de 3 ans, et nous passons maintenant à 75 kg, ce qui permet donc d'avoir une augmentation également par rapport à ce qui est pris en charge pour ces enfants de moins de 3 ans. Voici les grands changements qui sont proposés dans ce règlement. Y a-t-il des questions? Oh, oui. Nous, c'est une proposition de basculement des 5 kilos des résiduels de la bio. On l'avait dans notre programme, donc merci. S'il n'y a pas d'autres questions de remarques, nous pouvons aller. C'est une bonne nouvelle d'entendre que ces taxes augmentent malgré les situations financières attardées. Je pense que la fixation du point précédent aide aussi, avec la taux d'ouverture de 106%, ce qui nous permet de garder ce cap de bonnes nouvelles. Donc, on espère que ça durera. De même, s'il n'y a pas d'autres remarques, on peut passer. Si, pour les enfants, c'est très bien. Parce que 30 kilos, c'est pas assez. Bah oui, c'était 30 €, et donc en plus, avec évidemment la modification au niveau du prix des kilos supplémentaires, bah, forcément, des facteurs, c'était le nombre de kilos était réduit, donc le but, effectivement, était d'avoir une marche. Je te remercie. S'il n'y a pas d'autres remarques, nous pouvons passer au vote. Oui. 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 Et oui. Merci. Nous passons. Notre directrice générale ne nous quitte pas, mais son ordinateur nous quittera peut-être bientôt si elle ne va pas chercher son chargeur. Nous passons ensuite au point 19 de l'ordre du jour, qui est donc le programme transversal de la commune pour les années 2025 à 2030. Donc, ce PST traduit évidemment en objectif et en action la déclaration de politique communale que nous avions passée plus tôt dans l'année, tout en étant préparé également en collaboration avec les différents services de la commune et donc avec l'administration. Donc, comme j'avais déjà pu le mentionner précédemment, mais la commune de Vialet est évidemment un environnement privilégié dans lequel nous avons la chance d'évoluer, d'accueillir nos touristes également. Mais le but est forcément de préserver cet environnement le plus longtemps possible, et notamment à travers divers objectifs, que ce soit une fiscalité avantageuse, que ce soit au niveau de la mobilité douce, que ce soit au niveau de l'accueil touristique, de la culture, mais également des services sociaux, de la remise au travail, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, et de bien d'autres compétences, je pense notamment aussi au cimetière. Et donc toutes ces compétences qui sont importantes pour les citoyens. Je ne vais pas vous refaire la même présentation que vous avez fait lors de la DPC pour ne pas être redondante, mais je vais ici vous citer certains points qui sont importants, nouveaux aussi pour certains, et qui sont évidemment plus spécifiques par rapport aux objectifs généraux que nous nous sommes donnés ici en ce début d'année. Donc nous pouvons penser évidemment à une fiscalité rigoureuse et avantageuse, mais les points précédents démontraient cela déjà, permettre à nouveau aux citoyens de se marier à ça, mais également de réouvrir les permanences que nous avions au sein de l'ancienne maison communale de Sarre, développer la culture du risque auprès des citoyens, c'est vraiment un de nos objectifs, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle trop peu souvent, et au-delà des exercices qui sont faits en interne, il est aussi important de pouvoir développer cette culture auprès des habitants, mettre en œuvre un nouvel outil de planification des événements également. Et donc là, ça concernera notamment les comités, mais également, évidemment, en interne pour le traitement et la gestion de ces différents événements. Un nouvel endroit de travail pour les services travaux, on en a déjà parlé aujourd'hui, promouvoir l'usage du vélo, que ce soit en interne, mais également en externe, notamment avec des stationnements, des abris vélos qui soient prévus et densifiés sur le territoire.
promouvoir un pourcentage de logements adaptés dans le projet un logement multiple, mettre en œuvre le plan ACT, donc l'accueil du transition écologique pour les crèches communales, faire du rond-point de Thiège une porte d'entrée reconnaissable de notre commune et y développer notre identité, créer les réclames de Wallonie, qui aussi y apparaissent, et bien d'autres points qui sont donc dans ce PST, qui sera également en ligne pour les citoyens qui nous regardent. Ils pourront également en prendre connaissance sur le site de la commune. Y a-t-il des questions à ce sujet? Non? Donc, je pense que vous avez. J'étais tellement lancée dans ma ligne époque que j'ai omis cela. Nous passons alors au point 20, environnement et renouvellement de la convention avec l'ASBFR pour la collecte de textiles ménagers. Et je passe la parole à Marc-Antoine pour ce point. Vous avouez que j'ai fait au téléphone fin du mois de septembre en me disant que une convention avec la SBFR qui arrive à terme le 1er octobre. Donc ça pour qui le collège communal a dû valider la convention pour pouvoir continuer à ce que les vêtements soient collectés dans les bulletins. Et nous vous demandons de valider ce qui est validé par le collège communal. Les conditions restent les mêmes, donc si normalement le bilan se fait une fois par semaine, si on constate que les rues sont pleines, ils sont censés intervenir dans 48 heures suite à l'investissement. Mais bon, on connaît le problème des vêtements qui dépendent un peu partout. Donc, je pense qu'on va décider de s'en passer. Et si, sans ce bulletin-là, on va encore beaucoup de déchets sauvages. Le système n'est pas parfait, mais il existe. Vous avez évidemment évoqué par rapport à la convention, on se demandait est-ce que la commune ne peut pas aller un petit peu plus loin et prévoir une sensibilisation par rapport justement à tous ces déchets, parce que des fois on a l'impression que c'est vraiment des habits, mais des déchets aux abords des conteneurs et la qualité finalement des vêtements qui sont déposés. Par ici de la commune, on a la chance d'avoir le magasin presque neuf. Peut-être utile de mettre des fois plus en avant pour justement, par rapport aux vêtements qui sont en très qualité, qui pourraient encore être utilisés, parce que la commune utilise le textile, et qui met donc en difficulté les partenaires de collecte face à la dette de débouchés et des traitements. Ma question était, est-ce que la commune fait une action supplémentaire pour votre Les flux de installer des panneaux, nous avons le recyclage des vêtements, mais aussi conscientiser les habitants à la fast fashion. Ceci dit, je crains que l'attraction soit peu d'effet quand on voit les déballages médiatiques qui est fait pour essayer de conscientiser les gens, qui est, on peut dire, peu d'effet. C'est un projet de société. C'est malheureusement le cas dans tous les pays d'Europe, pratiquement. Tant qu'on n'arrive pas à conscientiser les habitants, et encore pire, c'est que tous les excédents vont tomber en Afrique. Et on va remplir les écharpes de vêtements qui tournent derrière. Et donc les panneaux vont être affichés, et quel est le message? On a vraiment de jeter des fringues 3 fois, ou non, même pas. Justement, question par rapport à ça, parce que dans certaines communes, l'opérationnel a participé justement c'est correct parce qu'ils avaient des excédents justement de recyclage. Donc ils n'ont rien laissé transférer à ce niveau-là pour là. Non, d'abord, c'était juste un problème de renouvellement de la convention aussi. Ouais. Ça peut être un moyen d'éviter les bulletins, de supprimer, mais en général, il faut faire création que les dépenses soient sérieuses. Non, mais en fait, c'est un problème interne à terre qui n'arrive plus à recycler et qui retrouve des excédents au niveau tissu. C'est le cas de toutes les entreprises économiques sociales qui traitent les vêtements. Et je sais qu'ils ont repéré dans certaines communes. Et tout ce qui concerne
le magasin presque neuf. C'était un travail formidable. Mais moi, j'aurais déjà téléphoné pour voir. Effectivement, vous êtes concurrents. Des ventes, parfois, on a eu aussi des excès parce que les gens venaient déposer des sacs avec des vêtements dans la ville dans des états lamentables, et où on a pu un peu organiser les dépôts, et les gens doivent penser ce qu'ils donnent, mais aussi parce que ce qu'on faisait, c'était encore passer le problème de l'école du travail. On disait partie au niveau des bulles et on devait depuis le reste, donc là, on essaie aussi de conscientiser certaines personnes qui déposaient des vêtements, des restes de vêtements, on n'est pas non plus des dépôts de l'électricité comme ça, parce qu'on a trouvé autre chose que des vêtements comme ça. Mais c'est clair qu'il y a des dépôts en suffisance, et peut-être que certaines personnes ne savent pas encore assez que la boutique est ouverte à tout risque, que ce soit de la commune ou en national. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ou remarques sur ce point? Oui. 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 Et oui, merci. Alors nous passons maintenant au point 21 de l'ordre du jour et à la modification budgétaire numéro 2 de la commune, l'ordinaire et l'extraordinaire. Alors je ne vais pas vous présenter tous les points, je pense que c'est la deuxième modification budgétaire, donc ce sont des ajustements des différents services liés soit à des diminutions, soit à de légères augmentations donc, en vue de l'année qui arrive déjà à sa fin. Néanmoins, il y a quand même 2-3 choses que je veux mettre en exergue. Donc, je pense notamment à l'additionnel à l'impôt des personnes physiques. On a une diminution de 262 000 par rapport aux prévisions. Et donc là, c'est un courrier que nous avons reçu, que beaucoup de communes ont reçu d'ailleurs, en disant que finalement, il y avait une diminution par rapport à ce qui était prévu. Voilà. Malheureusement, évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la commune. Sinon, nous avons, comme je le disais, des ajustements. Je pense également à une autre modification à l'ordinaire que je vous retrouve ici et qui, donc ça je vous demande de le rajouter, qui a un rapport avec la dotation de la zone de secours. Donc la zone de secours, et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Donc nous avons une diminution lors de cette deuxième modification budgétaire suite à différentes actions au niveau de la zone de secours. On a une diminution des dotations communales pour cet exercice en cours, l'exercice 2025. Et donc ici, nous arrivons à, pour l'article concerné, à une diminution de 214 364 € par rapport à la dotation, ce qui est évidemment une bonne nouvelle pour cette année 2025. Donc voici les gros changements liés à l'ordinaire. Ensuite, je prends également les changements de l'extraordinaire, et là je vais vous en citer quelques-uns également. Voilà, alors, je reprends le document. Donc nous avons certaines augmentations et par rapport à des projets ou par rapport à des projets qui ont été amendés en cours d'exercice. Donc, je pense notamment à l'acquisition de logiciels informatiques qui doit continuer et qui représente également une modification à l'extraordinaire. Nous avons également des ajustements, je pense ici au subside à l'ASBL conférence de bourgmestre. Nous avons une diminution de 3 511 € parce que c'était lié à des factures pour le développement du parc naturel des Hauts-de-Fagne. Et donc là, on a une diminution, l'achat de matériel informatique avec la mise à jour de licence, malheureusement nouveau, mais c'est vrai que ce sont des coûts importants. Donc ici, on a 23 000 € en plus liés à ces licences. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre également par rapport aux bâtiments occupés par le CPS? Nous avons également une augmentation ici donc de 35 000 €.
Et voilà, par rapport à la maintenance extraordinaire des camions, à l'inverse, on a une diminution finalement et donc de nouveau des ajustements qui sont proposés par les services et également des ajustements budgétaires ou parfois des rectifications, notamment avec du personnel, des statuts qui changent, par exemple APE, et donc on a une modification de l'article qui est concerné par une dépenses. Ici également, par exemple, on a une modification par rapport à la maintenance des véhicules avec une modification d'articles, mais donc qui sont là des choses davantage techniques. Nous avons aussi 21 000 € d'augmentation pour les aménagements en cours pour la rénovation de l'école de Jalais et notamment lié également à la valorisation de sa cour. Donc voici quelques exemples d'articles qui sont modifiés lors de cette modification. Et donc, suite à cette MB2, le bonus global projeté en 2025, et suite également à la modification que je viens de vous dire avec la zone de secours, donc on passe, nous avions indiqué précédemment et dans les tableaux que vous aviez reçus, un bonus global de 1 850 000, et donc là on passe à 2 567 € et 30 cents, et le bonus à exercice propre est lui de 324 682 € et 26 cents. Voilà. J'ai eu des questions sur cette idée. Oui, j'avais juste deux petites questions sur le budget ordinaire. Je dis j'avais parce que la première, c'est concerne justement le PP qui m'a apporté déjà une partie de la réponse. Pour moi, j'avais une bonne nouvelle derrière pour compenser. Heureusement qu'on a voté la taxe et qu'on montait à taux de défi pour l'année prochaine. Donc, sur ce point-là, il faudra être vigilant, à mon avis, parce que les projections sont à revoir pour les ajustements, parce que c'est fortement lié, à mon avis, à la fixation des salaires. Et force est constaté qu'elle ne décolle plus comme les années précédentes. Donc, on a une évolution à tenir à l'œil pour les années futures. Alors, j'avais une deuxième petite question. Il y a un poste à l'ordinaire dans l'administration générale, l'article 104, 465, 48, concernant la consultation fiscale en matière d'exonération de techniques. C'est un point qui a été ajouté dans la précédente modification budgétaire et qui est retrouvé dans cette modification budgétaire actuelle. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Je pense que cet article a été retiré. J'ai plusieurs et donc là, il s'agissait d'un diplôme. Donc dans le tableau justificatif, j'ai bien doublon de qualité. Mais je retrouve l'autre endroit. Il est ailleurs dans la scène. Oui. Et le consultant fiscal est bien actif sur le poste. Donc c'est un. Ici, je n'ai pas l'entité forcément des articles, mais donc c'est un nouveau par rapport à l'exercice d'origine. Donc, on n'a pas les articles, donc c'est pas donné là maintenant. Non, c'est pas un souci, c'est une correction. Voilà, merci pour l'information. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Sinon, il va passer le vote. Abstention. 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 Oui. 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 Et oui. Merci. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de l'ordre du jour de la séance publique. Y a-t-il des divers ou des questions? J'ai un budget. Ça fait une question d'actualité.
Ce lundi matin, à l'issue de son conclave, le gouvernement wallon a présenté son budget 2026. Des mesures d'économie ont été annoncées à hauteur de 270 millions. Parmi ces nombreuses mesures, le gouvernement annonce la réduction de l'enveloppe des APE, autrement dit, le système d'aide à la promotion de l'emploi. Et dans ce cadre, le gouvernement réduit les budgets APE pour les villes et communes pour un total de 17 millions et demi. Alors ma question est toute simple. Avez-vous déjà une idée de l'impact de cette mesure pour notre commune, ses finances et son personnel? Alors, je ne suis pas, comme personne d'ailleurs ici, représentant du gouvernement wallon, mais nous suivrons cela de près afin de voir dans quelle mesure vous êtes impacté. Je n'ai pas d'estimation. À l'heure actuelle. Les informations sont sur la table. Ah, mais bien sûr, c'est vraiment quelque chose qui Je souhaite aborder une question d'actualité, un sujet d'actualité qui a fait l'objet de plusieurs publications sur les réseaux sociaux la semaine dernière et notamment une sensibilisation de la part de notre échelle environnement, à savoir la question et la problématique des frelons asiatiques. Donc les frelons asiatiques sont une espèce nuisible préoccupante à la fois pour la sécurité publique mais également pour la protection de nos abeilles. Des nids ont notamment été signalés dans le village de Soué, également dans le village de Tiège, à proximité de l'école et des habitations, donc ce qui illustre bien que la population, c'est un risque pour la population. Sur le plan environnemental, des apiculteurs de la commune nous ont également alertés. En s'attaquant directement aux abeilles, le frelon asiatique va empirer de la pollinisation et donc directement la biodiversité locale. Par ailleurs, l'Union des villes et des communes de Wallonie, donc l'UVCW, a récemment publié un article sur ce sujet et qui indique les bonnes pratiques que les communes peuvent mettre en place pour éviter cette problématique. Et d'ailleurs, ma question est la suivante. Quelles sont les actions concrètes que notre commune met ou compte mettre en œuvre pour freiner la prolifération du frelon asiatique, pour garantir la sécurité de nos citoyens et pour protéger nos abeilles de la biodiversité? Comme vous disiez, une question d'actualité. En fait, nous avons déjà été contactés au mois d'août par un agricultrice de la commune qui nous demandait quelles étaient les possibilités de la commune pour intervenir en cas de détection de frelons asiatiques. Bien honnêtement, il faut que je renseigne parce que n'ayant jamais eu d'expérience sur la question auparavant, et qui renseigne notamment dans les groupes, nous avons envoyé le document qu'ils avaient transmis aux communes il y a 2 ans, et ils nous ont dit qu'ils intervenaient gratuitement quand il y avait un outil qui était détecté. Mais il faut que ce soit vraiment des frelons asiatiques. Parce que si on dit qu'on a des frelons asiatiques, c'est que ça veut dire qu'on va passer à la pièce. Donc, je suis tout heureux d'avoir cette réponse-là envoyée à notre apicultrice. Il nous a dit qu'en fait, c'était trop peu, qu'il faudrait qu'on ait une démarche un petit peu proactive, notamment au printemps, pour capturer des laines qui se déplacent, qui sont implantées au nouveau nid. Nous avons déjà agriculteurs qui nous ont contactés, qui nous ont dit qu'il y avait la possibilité d'acheter des pièges, qu'il y avait des pièges qui existaient, qui coûtaient 67 unités, mais il faut les commencer à faire des c'est peut-être pour la commune de Jalais, donc Victoria a pris contact avec la conférence de Congrès pour inciter les autres communes à participer à la lutte contre le développement de cette espèce. Et donc je pense que ça va passer dans quelques jours ou semaines. C'est pas ça. Okay. Voilà. On nous a demandé aussi s'il était possible d'acquérir du matériel pour que les agriculteurs de la région puissent intervenir. Maintenant, avant d'acquérir du matériel, il faut d'abord qu'il y ait des formations associées. On n'attaque pas les frelons comme hier ou comme une bouche. Donc, avant d'investir dans le matériel, il faut qu'on organise des formations. On se renseigne aussi au niveau des services de secours
des meilleures procédures à suivre, de la formation adéquate, du matériel qui convient à acquérir pour être efficace. Mais c'est un sujet qui intéresse énormément de monde. Je pense même que la commission consultative communale des aînés a prévu une réunion d'information. En fait, on a certaines années du conseil consultatif a sollicité son soutien aux agriculteurs de la commune. Et donc, une séance d'information sera organisée en janvier, fin de ce master. Et on aura un vote qui sera distribué la semaine prochaine. Et puis, on aura toutes les informations nécessaires. En attendant, il y a quand même beaucoup d'informations qui circulent. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir aussi répondre à cette demande. Et je crois qu'il y a beaucoup de citoyens aussi qui sont intéressés d'apporter leur soutien à la culture. Donc, je pense que c'est une démarche positive et que, comme ça a été signalé par la collectrice, c'est toujours d'agir. On va encore à cette saison, et si on prend pas de mesures l'année prochaine, ce sera catastrophique pour la plupart des agriculteurs de la région. Je pense que jusqu'à présent, il y a 6 000 qui ont été détruits dans la commune. Un peu partout, il y a beaucoup de choses à réfléchir précisément à partir certains. Ceci dit, c'est pas parce qu'on a des chiffres qu'on peut détruire. Il y a des probablement des autres. Je pense que les agriculteurs et tous les citoyens qui sont sensibilisés par cette problématique pourront installer des pièges chez eux et que tout le monde fera ça. L'intérêt est de pouvoir agir au printemps, mais aussi dans la capture des rennes pour voir la multiplication évoluer. Je pense déjà maintenant, Mais aussi à l'automne, tout à fait, et donc j'ai pu aborder j'avais proposé à la conférence des bourgmestres des élus d'arrondissement d'aborder ce point, ce qui a été fait ce matin. On n'a pas encore parlé à marché depuis. Et donc, certaines communes sont déjà montrées intéressées pour qu'on puisse l'acheter en commun et qu'on puisse ainsi arriver aux 5 000 pièces nécessaires. Voilà. juste une petite précision. Quand on parle de gratuité, c'est autant en zone publique qu'en zone privée. Voilà, je ne sais pas. Pour le moment, c'est vrai que d'autres zones ne sont déjà plus dans la gratuité pour ce type d'intervention. On a encore la chance d'avoir cette gratuité, évidemment, parce que ça incite forcément les citoyens à faire ça également. Mais il n'est pas impossible que cette gratuité soit à un moment donné conditionnée à une action proactive de la commune, mais ce qui sera notre cas, donc normalement, ça devrait continuer d'être. J'ai l'endroit exact de Présence-Unis, c'est pas encore compliqué. C'est plus facile maintenant parce que les articles le font. On peut les prendre à travers. C'est très difficile. Félicitations à les ouvriers. Ouais. Aussi. Merci. Y a-t-il d'autres questions? J'ai encore un point. C'est la transition de ce point-là, ses conséquences dommageables. C'était concernant Cynthia à son master. Nous avons vu passer que la procédure de demande de permis avait été ralentie sur base d'une intervention de la région, je pense. Qu'en est-il et comment est-ce que ce dossier se poursuit? Au niveau urbanisme, je vais peut-être d'abord, dans un premier temps, laisser la parole à Dimitri et Michel pour compléter par la suite. En fait, au niveau des plans, on ne rentre pas vraiment dans les accessibilités PMR. Donc, c'est un rapport qui avait été fait via marché de juin, justement, et pas prévu la topologie sur le relief de son master. Sur ces bases-là, on a suspendu avec un autre technique pour justement faire des plans modifiés, pouvoir rencontrer les pentes nécessaires au niveau de l'accessibilité. Donc, c'est pour ça que c'était un petit peu ralenti. On ne désespère pas que ça se fasse rapidement. Ça suffit. Oui. C'est dommage, c'est un point qu'on avait évoqué au conseil quand il est passé. On avait fait la première conseil, on diminué les terrains. Malheureusement, on était bloqué à la deuxième phase. Moi aussi. Y a-t-il une autre question?
Moi, j'ai une question par rapport à 3 fontaines. On a eu des personnes qui nous ont interpellés, que des gens sont passés chez eux pour des haies qui ne seraient pas bien situées, qui sont plus sur le domaine public. Parce que vous êtes au courant des fontaines. Et c'est plutôt sur l'innovation de trottoirs ou la création. Ou la création, ouais, c'est l'innovation. Oui, donc il y a les haies, normalement les haies doivent être situées à 50 cm sur le terrain privé, ce qui n'est malheureusement pas le cas de toutes celles qui sont situées à 3 fontaines. Et donc il va falloir les enlever et en reporter les neufs à la ministre. Et je suppose. Il avait dit aussi continuer parce qu'il a justement été rencontré certaines personnes pour ça. C'est dans le principe. La charge a été prévue dans le marché, en fait, de replantation. Ah ouais, arrachage de replantation dans le cadre du marché. Donc on ne peut pas sortir dans ce niveau-là au niveau des riverains. Ils ont un beau trottoir devant chez eux. Voilà. C'est des gens de SPE qui sont passés. Ou chez eux. Oui. Non, vraiment, je suis passé chez eux le voir, ouais. Mais je suppose que dans le cadre des travaux, ils ont peut-être interposé, que ça faisait des travaux chez nous qui seraient passés. Mais... Ah, ok. Aussi. Je n'avais pas de reste de SPE. Mais oui, non, c'est ça qui m'étonnait parce que il y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas d'autres remarques. Alors, nous arrivons à la fin de ce conseil communal et on se retrouve le 24 novembre pour la